Salutations et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo des disparus d'Europa Park, l'émission qui retrace avec vous l'histoire parfois oubliée ou méconnue des attractions maintenant fermées du parc. Et aujourd'hui, je vous emmène vers la fin des années 80 lorsqu'Europa Park a décidé de partir à la conquête spatiale en ouvrant le légendaire Eurosat. Générique. Nous sommes en 1989, alors que sortait en salle le troisième volet des aventures d'Indiana Jones, qu'une Allemagne réunifiée passa du rêve à la réalité avec la chute du mur de Berlin, et que Kaoma cartonnait à la radio avec la lambada. Bref, Franz Mack, fondateur d'Europa Park, avait en tête d'ouvrir ce qui sera à ce moment-là la plus grande et la plus chère attraction de l'histoire du parc. Une montagne russe au sein d'une géode immense faisant valdinguer les passagers entre comètes, astéroïdes et autres objets cosmiques. Un Gravity Coaster, de son nom technique. Ce thème de conquête spatiale, très à la mode à cette période, nous venait directement des États-Unis et surtout des deux parcs Disneyland et de leur El Famoso Space Mountain, ouvert en 1974 et 1977. Mode qui durera quand même jusqu'à la fin des années 90. Coucou Euromir et Spatial Experience. L'inspiration des parcs Disney américains ne s'arrête pas qu'au thème. La géode mythique de l'attraction est une copie quasi conforme de la géode de Spaceship on Earth, attraction emblématique du second parc de Walt Disney World, Epcot. L'attraction, ouverte en 82, était un parcours scénique sur le progrès et l'évolution de l'humanité. Passons maintenant à sa fiche technique. D'une hauteur de 25 mètres et long de 900 mètres, l'attraction possède 7 trains de 8 rangées qui vous embarquent dans un trajet de 3 minutes 20 de long à plus de 60 km/h. Autre petite spécificité, sa fameuse montée en spirale interminable qui permettait de faire patienter plusieurs trains en même temps et qui montait quand même la capacité horaire à 1600 personnes par heure. Même si dans la réalité, seuls 6 trains maximum étaient utilisés en même temps, le 7e n'étant là qu'en cas de dysfonctionnement des 6 autres. La sphère, quant à elle, culmine à 42 mètres de hauteur et est composée de plus de 1500 triangles, rien que ça. Franz Mack a entièrement pensé, imaginé et conçu Eurosat à la main. L'utilisation d'ordinateurs n'était à ce moment-là pas encore démocratisée. Le tracé n'est finalement pas très intéressant en tant que tel. L'endroit étant extrêmement étroit, vous ne faisiez qu'une succession de virages plus ou moins serrés alternés par des zones de frein. C'est surtout le quasi noir total à l'intérieur qui rendait l'expérience vraiment très fun. L'attraction ouvrira sous le nom d'Eurosat 1, qui changera très rapidement en Eurosat tout court, le 5 août 1989, en même temps qu'un tout nouveau quartier dont elle fera office d'emblème, la France. Trônant fièrement au milieu du quartier français, Eurosat aura conquis dès ses premières années le cœur des visiteurs et surtout des férus de vitesse. Son parcours dans le noir et sa sphère lui donneront une identité propre et surtout très reconnaissable pour le public européen. Bien plus, par exemple, que Space Center à Phantasialand, pourtant ouvert un an plus tôt et se reposant sur le même thème de l'espace et de montagnes russes en intérieur. Europa Park faisant aussi plus entrée à ce moment-là. Accessible à partir d'1,20 m, la boule, comme sera surnommée Eurosat, très rapidement aura été pour beaucoup d'entre nous notre première grande montagne russe, et moi le premier. On se souviendra notamment de sa bande son techno-électro in a second orbit, pas piqué des hannetons à fond dans les oreilles lors de la montée et tout le long du trajet. Pour l'anecdote, même si elle reste la plus connue, In a Second Orbit fait suite à une première version de la musique, In a First Orbit, et surtout à Mobius Strip qui était joué dans la montée. Mais qui était terriblement angoissante à mon goût, c'est mon avis. Et impossible de ne pas mentionner le fameux Escalator, vous donnant l'impression de réellement intégrer une base spatiale. La sphère changera plusieurs fois d'apparence en fonction des événements tels qu'Halloween, Noël, et même la Coupe du Monde de football 2006, l'Allemagne étant pays organisateur cette année-là. Et pour accorder l'ensemble, In a Second Orbit fut remplacé par le légendaire He's Been Waiting for the Storm à Halloween et par Santa's in Orbit à Noël. Bref, des décors en papier mâché, une file d'attente déjà kitsch pour l'époque, et pourtant, les visiteurs en redemandaient. Devenant un incontournable du parc quasi instantanément, il était impossible de passer à côté de l'attraction et de ses folles rumeurs, comme le fait qu'il y aurait peut-être des loopings et autres inversions à l'intérieur. Évidemment que non, mais je pense que ça a ajouté un peu de pression peut-être pour les nouveaux visiteurs. Mais le temps passe, et aussi légendaire qu'il soit, Eurosat a aussi fait son temps, et ce qui devait arriver arriva.
Évidemment, l'attraction aura eu droit à son lot de critiques et dès son début et tout au long de ses 28 ans d'existence. On lui reprochera notamment ses sièges pas très confortables, de sa montée en spirale interminable et inintéressante au possible, de son tracé pas spécialement palpitant et de son manque cruel de décor. Il sera également souvent surnommé la copie du Space Mountain par Europa Park, une fois qu'Euro Disney a ouvert son propre Space Mountain en 97. Ce qui finalement n'est qu'à moitié juste étant donné qu'Eurosat est inspiré de Space Mountain américain, pas du Space Mountain parisien, mais bon, je joue sur les mots. Et toutes ces critiques deviendront de plus en plus justifiées alors que le temps passera, si bien que lors de ces dernières années d'ouverture, l'attraction était quasiment impossible à apprécier tellement elle était devenue inconfortable. Ce que beaucoup considéraient comme étant de l'intensité n'était en réalité que de l'inconfort. Eurosat avait de plus en plus de mal à passer les contrôles annuels de sécurité et même si cela faisait leur charme à l'époque, les décors kitsch ne plaisaient finalement plus à grand monde. Le parc ayant lui aussi évolué, proposant des attractions plus modernes aux décors plus poussés, et surtout la place discutable d'une attraction sur l'espace dans un quartier français urbain, on en était arrivé à se poser la question de la véritable place d'Eurosat à Europa Park. Et la réponse à toutes ces questions arrivera le 24 juin 2017 via un tweet de Michael Mack, un des petits-fils de Franz Mack. 2017 sera la dernière année pour Eurosat, qui reviendra dès l'année suivante pour une version 2.0 après une rénovation majeure et surtout un changement complet et radical de thème. Nous sommes donc le 5 novembre 2017, dernier jour de la saison estivale et surtout dernier jour pour Eurosat. Pour l'occasion, le parc mit les petits plats dans les grands en organisant une soirée de fermeture en bonne et due forme. DJ, street art hommage à l'attraction, animateur accompagné de personnes ayant travaillé sur l'ancienne et nouvelle version d'Eurosat, image de l'inauguration de l'époque avec même reproduction du show de l'époque et finalement une transition vers le nouveau thème, le Moulin Rouge. La famille Mack a voulu également faire de cet événement un hommage direct à Franz Mack, décédé en 2010, à qui Eurosat tenait énormément à cœur. Ils décidèrent donc d'inviter tous ceux souhaitant encore une fois dire au revoir à Eurosat, faisant de la soirée un événement ouvert à tous. La soirée s'est terminée sur un ultime compte à rebours, le même que celui de l'attraction, et un feu d'artifice avant que la famille Mack ne ferme la file d'attente définitivement, laissant Eurosat 1.0 au passé pour de bon. Cancan Coaster ouvrira en septembre de l'année suivante, mais gardera tout de même quelques hommages et clins d'œil cachés dans la file d'attente et l'attraction. Le robot qui accueillait jadis les visiteurs à l'entrée de l'ancienne file est à présent un décor de scène. Une seconde orbite s'est vue réorchestrée et toujours jouée dans la montée. Et enfin le livre d'or présent lors de la soirée de fermeture où il était possible d'y écrire pour tous ceux le souhaitant un ultime mot d'adieu à l'attraction dort maintenant dans une vitrine entièrement dédiée au légendaire Eurosat. Et c'est comme ça que se termine notre vidéo des disparus d'Europa Park, entièrement dédiée au légendaire Eurosat. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à la liker. Je serais très intéressé de savoir ce que vous avez pensé d'Eurosat à l'époque. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos plus beaux souvenirs de l'attraction. Si vous voulez qu'on aborde d'autres thèmes d'attractions disparues et que vous avez peut-être des idées, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires. Promis, on vous lit et ça risque de nous inspirer. Pour toutes les informations concernant les futures vidéos ou les futurs sujets, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Retrouvez-nous également sur la chaîne principale Europa Park Forever pour toujours plus de vlogs et de vidéos sur Europa Park. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo des disparus d'Europa Park. À la prochaine!